Bonjour, je me présente, je suis le docteur Rousset, je suis anesthésiste à l'hôpital de Nohant et je vais vous parler de la sonoanatomie du rachis et des blocs paravertébraux. Alors, en ce qui concerne la sonoanatomie du rachis, les questions en fait qui se posent, c'est d'une part en fait pourquoi utiliser l'échographie, puisqu'on a pendant longtemps en fait posé des péridurales ou fait des blocs périmédulaires sans avoir besoin d'utiliser l'échographie. Et donc je vous expliquerai probablement en fait pourquoi il est intéressant d'utiliser l'échographie, notamment en fait pour l'écho-repérage du point de ponction. Quelle expertise il faut avoir pour réaliser cette technique et pour quel patient? Est-ce qu'il faut le faire pour les patients en fait tout venant ou est-ce qu'il faut l'utiliser en fait pour des patients, on va dire, pour lesquels une ponction difficile paraît probable? Alors, d'abord, en fait, en préambule, quand on regarde un petit peu les revues sur le sujet, ce dont on se rend compte, c'est que, en général, qu'il s'agisse de péridurale lombaire dans un contexte obstétrical ou qu'il s'agisse de péridurale thoracique pour des patients qui vont bénéficier d'une chirurgie thoracique ou digestive, dans le cadre de la prise en charge de leur analgésie post-opératoire, on a des taux d'échec de péridurale qui oscillent entre, on va dire, 12%, 13% et qui peuvent aller jusqu'à plus de 40% en fonction des séries. Donc, on voit en fait que la mise en place d'une péridurale, c'est un geste qui peut s'accompagner d'un certain nombre d'échecs et que cet échec, il arrive pour au moins un cas sur 10, ce qui est quand même un taux d'échec en fait qui est relativement important. Ensuite, la deuxième chose, en fait, de l'intérêt d'utiliser justement en fait l'échographie pour repérer le point de ponction, c'est que dans cette étude qui avait été réalisée par Arzola en 2007 dans Estanage, on se rend compte que chez des patientes qui étaient obèses, on a en gros une bien meilleure capacité de prédiction des repères anatomiques par l'échographie que quand on a recours à la palpation. Puisque dans le groupe en fait des patientes qui bénéficiaient en fait d'une évaluation par échographie, on avait 100% en fait de visualisation des repères anatomiques, ce qui n'était pas le cas quand on avait recours en fait à une palpation en fait des repères anatomiques par la technique clinique classique. Enfin, quand on utilise l'échographie, on a une bien meilleure prédiction du niveau auquel on réalise le bloc périmédulaire. Et donc, ça permet d'une part, en fait, une sécurité plus importante lors de la réalisation du geste, et d'autre part, en fait, ça permet une meilleure en fait, qualité analgésique, puisqu'il y a une plus grande prédictibilité de l'efficacité analgésique, vu qu'on sait exactement à quel niveau en fait, on se trouve. Voilà. Donc, on va revenir un petit peu en fait, rapidement sur comment on prend ces repères au niveau en fait au niveau de la, de la sonoanatomie du rachis. Donc la première chose, en fait, vous voyez, ça c'est une revue de la littérature qui est extrêmement bien faite. La revue de Manoj Karmakar. Et donc là, on voit très bien donc, les processus, on voit très bien en fait les vertèbres.
Et on comprend en fait deux choses en fait qui sont importantes. La première chose, donc, c'est que effectivement, il faut passer entre les deux processus épineux pour faire l'anesthésie, pour réaliser le bloc périmédulaire, mais que c'est très important d'être bien centré parce que quand on n'est pas centré, on peut en fait latéralement buter en fait sur des massifs osseux qui sont les processus articulaires. Et en général, en fait, c'est parce qu'on bute sur les processus articulaires qu'on a un échec le plus souvent. Et c'est ça, c'est pour cette raison qu'il est très avantageux d'utiliser l'écho-repérage, c'est que ça va nous permettre en fait de nous affranchir de ce risque en fait de buter contre les reliefs osseux qui sont des reliefs latéraux. Donc, le repérage échographique, il se fait dans trois incidences. Donc, une incidence paramédiale sagittale, une incidence paramédiale sagittale oblique et une incidence transverse. Donc, le plus important, c'est de bien réaliser l'examen, toujours de la même façon, c'est-à-dire de partir de la région la plus latérale pour arriver vers la région la plus médiale. Et donc, quand on part de la région la plus latérale pour arriver à la région la plus médiale, on va d'abord avoir donc cette incidence paramédiane sagittale qui va couper les processus transverses. Donc, on voit ici donc, les processus transverses, ici, qui donnent des images en doigt de gant. Puis on a le péritoine, ici, qui bouge. On voit bouger, en fait, à l'image. Et puis, quand on va se rapprocher plus médialement, on va voir apparaître des images en toit d'usine qui correspondent justement au processus articulaire. Et entre les processus articulaires, on peut commencer à distinguer le complexe postérieur. On y reviendra en fait un petit peu après. Quand on commence à voir apparaître donc, ces processus articulaires plus latéralement, on va bifurquer la sonde dans le sens en fait en direction du cul-de-sac dural. Et on va voir apparaître à ce moment-là, en fait, effectivement, donc, le complexe postérieur. Donc, le complexe postérieur, c'est une fusion du ligament jaune et de la dure mère. Donc, c'est l'objectif qu'on se fixe et c'est là qu'on va pouvoir mesurer à quelle distance se trouve l'espace péridural pour la réalisation d'une péridurale. Le repérage dans le plan paramédian va permettre aussi donc, de situer le niveau. Donc, pour situer le niveau, on va partir du sacrum, qui se trouve tout en bas. Puis, on va remonter la sonde et puis on va compter en fait L5, L4, L3, L2 et on va fonctionner au niveau de L3, L4. Alors, pour ce qui concerne les coupes transverses, quand on est dans l'étage transverse, comme vous le voyez bien ici sur l'image, quand on est exactement entre deux processus épineux, on va avoir cette image qui apparaît, qui est une image en chauve-souris, et qui est une image dans laquelle on va pouvoir distinguer donc d'une part le ligament interépineux et puis d'autre part en fait les facettes articulaires des processus articulaires et puis on va pouvoir voir aussi donc le complexe postérieur qui correspond, comme je vous le rappelle, à la fusion des ligaments jaunes et de la dure mère. Une fois qu'on va avoir repéré dans l'espace paramédian sagittal et dans l'espace transverse les structures anatomiques,
on va dessiner des repères sur la peau. Et comme vous le voyez très bien sur ces images, l'intersection des deux droites dessinées va délimiter le point de ponction, ou en tout cas la zone d'intérêt dans laquelle on va réaliser le bloc périmédulaire. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'étage thoracique, comme les processus épineux ont une angulation beaucoup plus prononcée qu'au niveau lombaire, il va falloir aussi, comme vous le voyez sur l'image, avoir une angulation plus importante avec la sonde pour pouvoir éco-repérer le point de ponction. Alors, en ce qui concerne les résultats qu'on observe dans les études sur l'utilisation de l'éco-repérage par rapport à l'utilisation des repères anatomiques classiques par palpation, là, sur une étude en fait, qui évaluait le bénéfice pour la réalisation de rachianesthésie chez des parturientes obèses pour lesquelles on avait prévu un accouchement par césarienne, on se rend compte, et vous vous rendez bien compte en fait, que dans le groupe qui a bénéficié d'un éco-repérage, on va avoir un nombre de ponctions cutanées, un nombre de redirections d'aiguilles qui est beaucoup moins important, puisque là, en fait, on avait une seule ponction en général cutanée versus 4 dans le groupe repères par palpation. On avait 2 redirections d'aiguilles contre, en général, 14 dans le groupe palpation. Et donc, vous vous rendez compte en fait qu'on a des différences extrêmement significatives en termes de ponction et de redirection d'aiguille. Et que ça, finalement, alors je ne sais pas si dans cette étude ça avait été noté, en fait, si vous voulez, si ça avait été noté, mais ils n'avaient pas fait de score. Mais en gros, en fait, la satisfaction des patientes est beaucoup plus importante dans le groupe qui a pu bénéficier d'un repérage par ultrason que dans le groupe qui a eu un repérage classique par palpation clinique. Donc l'ultrason amène un gain en termes de qualité de geste. Là, c'était donc pas pour des patientes qui étaient obèses, mais cette fois-ci donc toujours en fait des patientes pour lesquelles on peut prévoir une ponction difficile, donc des patientes en fait qui avaient une anomalie rachis. Cette anomalie en fait, elle consistait le plus souvent en une scoliose. Qui avait été décrite, ou en tout cas qui avait été évoquée par la patiente lors de la consultation d'anesthésie. Et donc, de la même façon que pour les parturientes obèses dont on a vu l'étude lors de la précédente diapositive, là, en fait, vous avez aussi donc, un nombre en fait, de ponctions dans le groupe ultrason qui est très inférieur à celui qui est le groupe en fait qui bénéficiait d'un repérage classique en fait par palpation des repères anatomiques, puisqu'on passe en général environ une ponction versus 6 en moyenne dans le groupe classique. Et puis que de la même façon, en fait, le nombre de tentatives est très inférieur dans le groupe qui bénéficie d'un éco-repérage, puisqu'on passe en gros, on a plus de 50% plus de 50% en fait de succès lors de la première tentative contre 9% seulement dans le groupe classique. De la même façon,
quand on cote les scores, en fait, quand on cote en fait les scores de douleur ou les scores en fait de confort, ou les scores d'inconfort plutôt, pendant la réalisation du geste, on a de nouveau en fait une différence. Et donc ça fait moins mal aux patientes puisqu'elles ont en moyenne un score en fait de douleur pendant la procédure qui est de 3,5 en moyenne dans le groupe qui a bénéficié d'un éco-repérage versus 5,5 en moyenne dans le groupe en fait, qui a bénéficié du repérage classique. Donc on voit en gros, et c'est ça qu'on voit bien, en obstétrique, chez les patientes les plus difficiles, il y a un vrai gain en termes de gestes, moins de ponction, moins de redirection d'aiguille, et donc moins de ponction, moins de redirection d'aiguille égale moins d'inconfort, moins de douleur pendant la réalisation du geste. De la même façon, chez les patients âgés pour lesquels on va comparer donc, le fait d'éco-repérer versus la palpation classique, on retrouve à peu près les mêmes résultats que chez les patientes en obstétrique, donc c'est-à-dire moins de ponction, moins de redirection d'aiguille, plus de succès lors de la première tentative, puisque là, vous voyez dans cette étude, on passait de 65% de succès lors de la première tentative lorsqu'on utilisait l'éco-repérage à 17% de succès lors de la première tentative lorsqu'on n'utilisait pas l'éco-repérage. Et donc, de la même façon, en fait, ça s'accompagne pour les patients d'une réduction des douleurs lors de la réalisation du geste, puisqu'on passe d'un score de 3 de NRS à 4 dans le groupe en fait classique, et surtout en fait il y a moins d'inconfort pour les patients à bénéficier d'un éco-repérage. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces études ont été menées aussi lorsque en fait, on met cette technique dans les mains de gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, et notamment en fait chez des internes. Et quand on met cette technique dans les mains de gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, c'est-à-dire des internes, eh ben, on se rend compte en fait que le gain que je vous avais expliqué, c'est-à-dire moins de ponction, moins de redirection d'aiguille, moins d'inconfort pour le patient et moins de douleur lors de la réalisation du geste, ces gains-là en fait ne sont pas retrouvés. Et donc la question que pose cette étude, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt retrouvé parce que ce sont des patients en fait pour lesquels le risque de ponction difficile est nul, et donc du coup en fait ce sont des gens qui sont faciles, et donc quand c'est facile, bah, c'est pas la peine, en tout cas on ne retrouve pas en fait l'intérêt d'utiliser l'échographie. Ou alors est-ce que on ne le retrouve pas parce que pour utiliser l'échographie, il faut quand même une petite expertise, il faut quand même avoir une certaine expérience. Et quand on n'a pas cette expérience, du coup, on ne bénéficie pas de l'amélioration du service rendu par l'échographie. Ça, c'est une vraie question. Et c'est pour ça que moi, je vous conseille d'utiliser beaucoup l'échographie, pas seulement pour les patientes qui sont difficiles, mais pour les autres patientes aussi, puisque je crois qu'elles peuvent en bénéficier. Il y a un doute, en tout cas, dessus. Mais surtout parce que ça va vous permettre, en fait, d'acquérir une expertise et de maintenir cette expertise. Alors, donc ça, c'est tout ce qui concerne la sonoanatomie du rachis. J'espère que j'aurais pu vous convaincre, en fait, d'avoir recours à la sonoanatomie du rachis pour réaliser les blocs périmédulaires. Maintenant, on va passer, en fait, au bloc paravertébral thoracique. Donc, le bloc paravertébral thoracique, pour en faire rapidement l'anatomie,
c'est un bloc de diffusion qui permet en fait de faire diffuser un anesthésique local aux racines postérieures et moyennes des nerfs intercostaux qui vont permettre d'innerver la paroi thoracique, mais aussi une partie de la paroi abdominale. Et donc, on voit en fait que cet espace de diffusion, c'est un espace qui est grossièrement pyramidal et qui est un espace qui est limité en avant par la plèvre pariétale, en arrière par la membrane intercostale interne et le ligament costo-transverse interne, et puis médialement par la vertèbre. Voilà, là c'est donc la même pyramide mais vue sous un angle différent. Donc on voit toujours donc ici cet espace paravertébral avec donc en arrière le ligament costo-transverse supérieur, en avant la plèvre et puis donc sur le côté on va avoir le corps vertébral de la vertèbre. Voilà. Le plus simple pour se repérer, pour éco-repérer pour la ponction cet espace paravertébral, c'est de mettre la sonde dans un plan parasagittal médian. Et donc, dans un plan parasagittal médian, on va avoir donc les processus transverses qui vont apparaître comme des cônes d'ombre postérieurs à intervalles réguliers. Et puis entre ces deux cônes d'ombre postérieurs, on va avoir donc l'espace paravertébral qui est limité donc en arrière par la plèvre. Non, pardon, excusez-moi, en avant par la plèvre et puis en arrière par le ligament costo-transverse supérieur. Et donc tout le but en fait va être de venir faire cheminer l'aiguille, de dépasser le ligament costo-transverse supérieur et d'injecter dans cet espace paravertébral. Et l'injection dans cet espace paravertébral va refouler la plèvre, qui est un signe classique de succès lorsqu'on réalise le bloc. Voilà, là je vous mets la même incidence avec donc le trajet de l'aiguille qui est représenté par la flèche lorsqu'on va ponctionner en fait dans le plan. Et ça va permettre donc de pouvoir injecter l'anesthésique locale dans l'espace paravertébral qui va refouler en avant en fait le poumon et la plèvre. Il y a une alternative. On peut aussi ponctionner dans un abord transverse. Et à ce moment-là, on voit donc l'espace paravertébral qui est limité en avant par la plèvre et puis en arrière par la membrane intercostale intime. Alors, l'avantage en fait d'utiliser l'échographie pour ponctionner le bloc paravertébral, c'est que vous voyez donc sur cette étude, qui est une étude rétrospective et qui revenait sur en gros pratiquement plus de 500 procédures de bloc paravertébral, puisqu'il compilait en fait 285 blocs paravertébraux unilatéraux et 571 blocs paravertébraux bilatéraux. Dans cette série rétrospective, on retrouve 6 complications. Et vous voyez que sur ces 6 complications, on ne retrouve pas de pneumothorax. Donc, ce qui fait dire que probablement l'usage de l'échographie pour la réalisation des blocs paravertébraux s'accompagne d'un gage de grande sécurité et que les 6 complications qu'on a retrouvées, ce sont des bradycardies, des hypotensions, un malaise vagal et 2 suspicions d'intoxication d'anesthésie. Donc, le bloc paravertébral, dès lors qu'on le réalise sous échographie, est un bloc qui apparaît relativement sûr, en tout cas qui a l'air de s'accompagner de peu de complications.
Donc, les questions en fait, qui vont se poser maintenant pour le bloc paravertébral et qu'on va essayer auxquelles on va essayer de répondre ensemble, c'est à quel niveau est-ce qu'il faut piquer pour le bloc paravertébral en fonction en fait, de différentes indications et quelle quantité d'anesthésie locale il va falloir faire. Donc, la particularité du bloc paravertébral, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre au bloc paravertébral. C'est que, comme vous le voyez donc, sur cette étude, ça, c'était une étude qui était réalisée en imagerie par résonance magnétique. On injectait en fait du produit de contraste au niveau de D6, 20 millilitres de produit de contraste. Et puis après, en fait, on regardait à l'IRM comment s'était réparti le produit de contraste. Puis on faisait la même chose avec 20 ml de mépivacaïne à 1%. Et puis on regardait en fait quel était le bloc sensitif au froid qu'on avait avec la mépivacaïne. Et donc, ce dont on se rend compte, c'est que, en gros, pour l'injection de 20 ml de solution, on a des différences interindividuelles qui peuvent être importantes, puisque comme vous le voyez, on a des blocs qui ne sont pas systématiquement, qui ne se recouvrent pas complètement. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'en gros, quand on injecte 20 ml de xylocaïne, de mépivacaïne à 1%, ou de produits de contraste au niveau de D6, on a en général 4 dermatomes qui sont pris et qui sont centrés aux alentours centrés sur D6. Mais qu'il peut y avoir des variations interindividuelles qui sont quand même relativement importantes. Toutefois, c'est ce qu'on conseille. Aujourd'hui, on conseille en fait, quand on fait un bloc paravertébral, de faire une injection d'au moins 20 millilitres pour avoir en fait un bloc suffisamment étendu pour permettre soit l'analgésie, soit l'anesthésie. Voilà. Donc, pour la chirurgie thoracique, le bloc paravertébral est un bloc qui a montré clairement sa supériorité par rapport à l'analgésie systémique. C'est ce qui était repris en fait là dans cet essai, qui est démontré très tôt, non seulement dès H6 en post-opératoire, que ce soit en fait pour des patients au repos ou pour des patients qui se mobilisent à la toux. Quand on compare le bloc paravertébral au bloc à la péridurale, on se rend compte en fait que dans la plupart des méta-analyses qui ont été faites, il n'y a pas de grosse différence en termes d'analgésie précoce ou à 24 heures. Par contre, on a moins de complications d'hypotension ou moins de complications respiratoires avec le bloc paravertébral versus la péridurale. Voilà, c'est des études, c'est des résultats qui ont été retrouvés aussi dans d'autres papiers que dans le BJA. Voilà, à peu près toutes les méta-analyses qui sont faites sur le sujet retrouvent à peu près en fait les mêmes résultats. Donc finalement, le choix entre la péridurale et le bloc paravertébral pour l'analgésie post-op des thoracotomies, c'est un arbitrage qui dépend d'une part des possibilités de surveillance et d'autre part de l'expérience de l'équipe par rapport en fait à ces deux techniques d'analgésie. En ce qui concerne la chirurgie scénologique, donc on voit dans cette étude, je vous rappelle, mais vous le savez, que en gros un des facteurs de douleur chronique après chirurgie du sein, c'est une douleur en fait qui est importante dans les 24 premières heures post-opératoires
Et il est assez bien prouvé, enfin, il y a pas mal de méta-analyses qui montrent aujourd'hui que le bloc paravertébral permet de diminuer la douleur au cours des 24 premières heures lors de la chirurgie du sein. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut faire des injections multiples ou pour la chirurgie du sein, ou est-ce qu'une seule injection peut suffire? Donc là, dans cet essai euh, qui comparait l'efficacité du bloc paravertébral, soit en injection multiple, soit en injection unique. On avait donc des injections multiples qui se faisaient de D2 à D6, ce qui est recommandé pour avoir une analgésie suffisante pour la réalisation d'une chirurgie du sein, versus une injection unique en D4. On se rendait compte en fait que pour des doses, que pour des quantités, excusez-moi, pour des volumes en fait qui sont de l'ordre de 30 millilitres, on n'a pas il n'y a pas de grosse différence en termes d'analgésie entre les deux stratégies. Et donc, probablement, on disait tout à l'heure, il faut au moins injecter 20 ml. Probablement, en fait, quand on fait une chirurgie unilatérale et donc on a besoin, en fait, qu'on va juste faire un seul côté, on peut faire jusqu'à 30 ml. Et là, on va avoir une bonne diffusion du produit d'anesthésique local qui va s'accompagner d'une bonne efficacité clinique. Et donc, probablement, c'est ce qu'il faut recommander si vous devez faire de la chirurgie du sein et que vous voulez faire un bloc paravertébral, soit associé à une sédation pour la réalisation de la chirurgie, soit associé à une anesthésie générale pour la prise en charge de l'analgésie post-opératoire. À ce moment-là, en fait, probablement, il faut faire 30 millilitres de volume en D4 pour avoir une bonne analgésie post-opératoire. Voilà, il y a des gens aussi qui ont publié des essais sur l'utilisation du bloc paravertébral, notamment pour la chirurgie abdominale, notamment pour la chirurgie abdominale unilatérale. Donc ici, c'est ce qu'on fait à Thonon pour la néphrectomie. Donc, on fait une néphrectomie, on utilise le bloc paravertébral pour la prise en charge de l'analgésie post-opératoire, notamment chez les patients en fait, qui sont des donneurs de reins. C'est l'analgésie de choix qu'on utilise ici. Ça donne de très bons résultats. Et il y a, comme vous le voyez ici, un taux de complication qui est assez faible avec relativement peu de pneumothorax. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose qu'on peut recommander dès lors qu'on utilise un écho-repérage pour la réalisation du bloc. Voilà. En conclusion, donc, la sonoanatomie du rachis, j'espère que je vous ai convaincu de ça, améliore votre taux de succès. En fait, surtout, c'est quelque chose qui va améliorer d'une part, qui va diminuer en fait le nombre de ponctions, qui va diminuer le nombre de redirections d'aiguilles et donc qui va améliorer l'expérience et le confort du patient pendant la réalisation du geste. Ça, je pense que c'est important en fait maintenant aujourd'hui parce que je pense que c'est ce que nous demandent nos patients. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Que ces effets en fait seront d'autant plus marqués chez les patients dont les difficultés de ponction est prévisible, mais que probablement ça nécessite quand même une expertise de votre part. Et donc, pour maintenir cette expertise, il est recommandé en fait de continuer à utiliser cette technique de façon peut-être pas quotidienne, mais au moins hebdomadaire en fait, pour continuer à la maîtriser. Voilà. Et puis enfin, pour le bloc paravertébral, je pense que maintenant, avec l'utilisation de l'échographie, c'est un bloc en fait qui apparaît de plus en plus simple à réaliser, avec un taux d'échec faible et peu de complications. Et vu qu'il a quand même une bonne efficacité clinique, ça fait de ce bloc en fait un bloc dont les indications s'élargissent de plus en plus. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.